Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vois que certains sont déjà présents. Bon, merci d'être là, d'être fidèles au rendez-vous. On va attendre encore 3 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Pour ceux que ça intéresse d'ores et déjà, vous avez sur la barre verticale à côté du chat un petit onglet qui s'appelle « Des dossiers ». Et dans ce petit onglet, vous avez 5 documents qui sont d'ores et déjà très intéressants que vous pouvez télécharger. Donc, un qui est général sur la responsabilité de l'employeur en période de Covid, la spécificité des mesures de prévention à la matière, le cas spécifique du télétravail, garde d'enfants, la jurisprudence Amazon qui est très intéressante et une présentation PowerPoint sur les éléments, essentiels en matière de responsabilité de l'employeur et sous quelle obligation, sur quel terrain peut-on engager la responsabilité de l'employeur. Alors, on attend encore 2 petites minutes. Je pense que tout le monde ne va pas tarder à arriver. Je regarde, je mets à jour les participants. Annabelle, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, d'accord, parfait. On te voit parfaitement bien. Très bien. Alors, on attend encore 2 petites minutes et on va démarrer. Oui, je sais. Alors, beaucoup de participants sont déjà là. On ne va pas tarder. Très bien. Bon, il est 14h05. On va démarrer. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les habitués de ces webinaires. Ravi de vous rencontrer même virtuellement parlant pour les nouveaux participants. La thématique du jour est une thématique on ne peut plus d'actualité. Elle concerne l'obligation de sécurité des employeurs en matière de Covid. C'est-à-dire comment est-ce que l'employeur remplit ses obligations. Alors, nous allons aborder aujourd'hui cette thématique-là sous un angle un peu particulier, un angle spécifique parce qu'effectivement, c'est un sujet très, très large dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants sur le plan de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de décision. On a entendu parler de plaintes, de ci, de là, notamment contre l'État, contre la PHP, notamment pour les professionnels soignants. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va advenir de la mise en œuvre de la responsabilité, soit des employeurs, soit de l'État ou des administrations. Nous verrons. Mais en tout cas, d'ores et déjà, nous pouvons initier quelques axes de réflexion et en tout cas des axes qui vont vous permettre d'accompagner au mieux les agents et les salariés que vous êtes susceptibles de rencontrer, dont les questions sur ce sujet-là peuvent vous être remontées et qui vous demandent, par exemple, est-ce que je dois accepter ou pas de retourner au travail ou est-ce que je dois accepter ou pas de travailler dans ces conditions, par exemple quand il s'agit de télétravail. Donc, ce sont vraiment des questions absolument fondamentales qui mettent en
en cause, qui mettent en œuvre, je veux dire, la responsabilité, la sécurité à la fois physique et psychique des agents ou des salariés. Donc, c'est des questions éminemment pertinentes et essentielles. Donc, la question du jour, elle va être, le sujet du jour va être abordé sous un angle un peu spécifique, à savoir comment est-ce qu'un salarié peut exercer son droit de retrait ou son droit d'alerte quand il estime que les conditions afférentes à sa sécurité physique ou psychique ne sont pas réunies. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Nous avons Maître Annabelle Boubli, avocate en droit social. Alors, Annabelle, si vous voulez un petit peu vous décaler de l'écran, voilà qu'on vous voit un peu mieux, c'est parfait. Parfait. Donc, qui exerce exclusivement en droit social et donc qui va nous apporter son expertise, sa pratique, qui va nous permettre de définir, de rappeler ce qu'est le droit d'alerte, ce qu'est le droit de retrait et nous dire effectivement est-ce que ça marche de mettre en avant droit de retrait, droit d'alerte, notamment lors d'une procédure devant le CPH. Et si on est licencié, est-ce que le droit de retrait, ça tient pour dire que, par exemple, un licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Vous avez Maître Alex Buchinger, donc associé du cabinet Buchinger-Rubin, qui lui est pénaliste et qui abordera l'aspect pénal, là aussi éminemment important en la matière. Et Raphaël Buchinger, ici présent, qui est élève avocat et qui a l'occasion de faire un stage, là aussi en droit social, mais plutôt côté employeur, et qui pourra là aussi nous apporter son éclairage. Alors, pour démarrer immédiatement, je vais lancer une petite présentation. Voilà, pour déjà remettre bien à plat quelles sont les notions que nous allons évoquer. Donc, vous trouverez cette petite présentation dans l'onglet des dossiers qui est à la verticale du chat. Donc, avant de parler d'exercice du droit de retrait ou du droit d'alerte, il faut parler, comme en effet miroir, des obligations de l'employeur. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un salarié ou un agent peut reprocher à son administration ou son employeur en matière de sécurité physique ou psychique pour précisément donc exercer son droit de retrait ou son droit d'alerte. Donc, pour ça, il va falloir distinguer, deux types d'obligations de l'employeur qui sont absolument concomitantes. Il y a les obligations qui sont générales en matière de sécurité, ce qu'on appelle une obligation de sécurité de résultat. Et vous avez aussi les obligations plus spécifiques attenantes au contexte du Covid. Alors, je vais laisser Raphaël Buchinger ici présent présenter ces 10 obligations concomitantes, les 5 qui sont générales et les 5 qui sont plus spécifiques au contexte de Covid. Alors, bonjour à tous. Alors, déjà, je vous rappelle l'article L4121-1 du Code du travail qui rappelle l'obligation de l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment à travers des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Donc, il y a d'une part 6 obligations générales de l'employeur en matière de sécurité. Il doit donc assurer la sécurité et la santé physique, mentale des travailleurs, mettre en place des actions de prévention de risques professionnels, mettre en place des actions d'information et de formation, mettre en place une organisation et des moyens adaptés, et enfin, veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Et donc, selon les situations et selon l'évolution des risques, adapter les différentes mesures. Donc, alors, quelles seraient donc les précautions supplémentaires que devrait prendre l'employeur, Raphaël? Alors, l'employeur, dans certaines situations, et notamment dans cette situation actuelle de Covid-19, devra prendre donc 5 précautions supplémentaires. Premièrement, donc, il devra procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux du travail, donc ils peuvent être évités en fonction de la nature du travail effectué. Et on parlera plus tard donc ce document unique d'évaluation des risques professionnels que l'employeur devra remplir et mettre à jour en fonction de l'évolution de la situation. Deuxièmement, il devra donc déterminer, donc en fonction de cette évaluation, quelles sont les mesures de prévention les plus pertinentes à mettre en place au sein de son entreprise. Associer les représentations du personnel à ce travail, et notamment donc le comité social économique, le CSE qui devra être consulté.
Donc, quatrièmement, solliciter, lorsque cela sera possible, le service de médecine du travail, qui a donc pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et les représentants, et donc préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces et donc notamment donc, dans cette situation de Covid, la mise en œuvre des gestes barrières. Et enfin, faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Alors, pour faire un récap, parce que ce sont des notions extrêmement importantes, je vous les ai mis en gras, en rouge, de manière très didactique ou même scolaire. Vous m'en excuserez si vous trouvez que c'est le cas. Mais en tout cas, je vous l'ai mis parce que ce sont des notions essentielles pour comprendre précisément comment la jurisprudence va retenir ou pas la responsabilité de l'employeur. Alors, après avoir rappelé donc très rapidement ce que vient de dire Raphaël, on parle de quoi parle-t-on? Quel est le champ lexical? On parle de sécurité, de santé physique et mentale des travailleurs, d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait pareil l'information et la formation. La mise en place d'organisations de moyens adaptés et voir si ces moyens peuvent être réactualisés et tenir compte donc du changement des circonstances. Maintenant, les précautions supplémentaires, c'est qu'il faut procéder, l'employeur est obligé de procéder de manière très régulière à une évaluation des risques encourus, mettre en évidence les mesures de prévention les plus pertinentes, associer, ça c'est vraiment une obligation, les représentants du personnel, la médecine du travail et donc faire respecter les gestes barrières. Donc, je me permets de remettre une petite couche à ce que vient de dire Raphaël. Pourquoi? Parce que dans ces 2 slides, vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre de qualifier ou pas les manquements de l'employeur en matière de sécurité. Donc, si un agent ou un salarié vient vous voir et vous dit « Eh bien, moi, j'estime que les mesures prises par l'employeur ne sont pas nécessaires », eh bien, vous avez comme là une petite feuille de route qui est initiée, là, on compartimente la loi en 10 points, et là, vous allez pouvoir poser les questions. À votre avis, pourquoi est-ce que ces mesures ne sont pas respectées? Alors, peut-être que l'agent ou le salarié va vous dire « Parce que j'estime que j'ai entendu dire que les représentants du personnel n'avaient pas été associés à cette démarche, ou que la médecine du travail n'a pas été associée à cette démarche, ou alors il me semble que dans un service, le respect des gestes barrières n'a pas été suffisamment, communiqué. » Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est en termes de champ lexical très, très important à retenir parce que ça va vous permettre de cibler quel est le type de manquement qui est reproché à l'employeur. Alors, maintenant, tout ça, quand tout ça a été dit, en matière de mise en œuvre de la responsabilité de l'employeur, souvent on se dit, il suffit de dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation et dans ce cas-là, sa responsabilité sera obligatoirement mise en cause. Absolument pas. Les droits, on va dire, ne sont pas absolument du côté du salarié sans que ce soit quelque chose de tout à fait nuancé. Donc, quelle que soit la situation, le respect de l'obligation spécifique de l'employeur ou au contraire, sa méconnaissance ne peut pas être présumé et doit faire l'objet d'une démonstration en cas de litige. Et nous y reviendrons notamment sur le plan pénal grâce à Maître Alex Buchinger, à savoir qui a la charge de la preuve, qui doit prouver, qui doit démontrer que ces mesures de sécurité n'ont pas été respectées. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est des termes, c'est un champ lexical juridique, mais extrêmement important. La présomption, c'est comme on parle en matière pénale de présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « mon employeur a manqué à ses obligations » de manière brute. Ça n'est qu'une présomption qui oblige à une démonstration. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la pandémie, donc je le répète très rapidement, la responsabilité de l'employeur est évaluée au cas par cas. C'est ce que dit pour l'instant le ministère du Travail, c'est ce que dira certainement la jurisprudence, au regard de 5 critères. Alors, ces 5 critères, quels sont-ils? C'est le niveau d'exposition au risque, c'est la compétence de l'intéressé, son expérience. On ne communique pas de la même manière à un manager, à un cadre, à quelqu'un qui est employé ou qui n'a pas la même matière, la même possibilité, on va dire, de comprendre l'information qui lui est transmise.
Vous avez l'étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes, donc, comme je viens de dire, de formation et d'information, d'organisation du travail et d'instruction délivrées à la chaîne hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'informer le manager pour lui dire dis à ton équipe, il faut informer toute la chaîne hiérarchique. Et chacun, comme on vient de le dire au point 2, en fonction de ses compétences et de son expérience. Donc là, c'est extrêmement important. Vous voyez, c'est un point de contestation de la part des agents et salariés que vous accompagnez qui pourrait être très intéressant. C'est de dire, par exemple, certes, l'employeur pourra dire moi, j'ai informé ou j'ai formé mes salariés, mais les salariés ou les agents pourront dire oui, certes, on a reçu une information, mais cette information n'était pas, n'était pas corroborée à mon niveau de compétence ou à mon niveau d'expérience et je n'ai pas compris les instructions qui étaient délivrées. Un quatrième point qui est extrêmement important, tant les connaissances en matière de sanitaire sont extrêmement aléatoires, c'est que ces mesures-là doivent être absolument réactualisées en fonction de l'évolution de la situation. Alors, je fais une toute petite parenthèse très rapidement parce qu'on ne s'étendra pas sur ce sujet-là, sur le sujet des masques. Vous savez très bien qu'au début de la crise sanitaire, les masques n'étaient pas obligatoires parce que tout simplement, il y avait une pénurie de masques. Aujourd'hui, que les masques sont réapprovisionnés, eh bien, il y a une obligation de porter les masques. Donc, vous voyez, cette question des masques démontre très bien à quel point l'employeur a une obligation de réactualiser ces mesures de protection sanitaire en fonction de l'évolution. Et enfin, en cas d'infection du virus, si par exemple, voilà, quelqu'un qui est infecté du Covid, s'il est pris en charge au titre d'un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne sera retenue donc, contre l'employeur que s'il est démontré que celle-ci avait conscience du danger, par exemple, de l'agent du salarié, donc auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Voilà, donc ça, c'était très important de poser le sujet de cette manière-là. L'employeur, lui, va dire, moi, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les agents et les salariés. Et l'agent, le salarié, pourra se baser sur ces 5 critères en matière de pandémie en disant, voilà, moi, j'estime qu'en fonction de la nature de mon activité, de mon niveau d'exposition au risque, mon employeur n'a pas rempli ses obligations. Alors, je terminerai cette petite présentation sur cette notion dont je vous ai souvent parlé quand il s'agissait donc de problématiques en droit du travail, c'est de poser la question en termes de est-ce que l'employeur a une obligation de résultat ou est-ce qu'il a une obligation de moyens? Alors ça, c'est un vague sujet sur lequel on n'est pas encore vraiment fixé sur en matière de responsabilité de l'employeur. Alors, je vous rappelle simplement la définition de l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est entendu comme un véritable devoir de prévention. C'est-à-dire, dès lors qu'un résultat se produirait, l'employeur serait automatiquement condamné pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et donc il ne pourrait pas s'exonérer de sa responsabilité en démontrant ses diligences. Il y a eu un infléchissement jurisprudentiel très intéressant en 2015 qui est l'arrêt Air France, dont je vais très, très rapidement vous redonner le contexte. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant parce qu'on va pouvoir le corréler assez facilement au contexte du Covid. Alors, cet arrêt Air France de 2015, en l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui était chef de cabine sur des vols long courriers, qui avait été licencié suite à une non-présentation à une visite médicale obligatoire. Il contestait cette mesure en faisant notamment valoir avoir été victime d'un stress post-traumatique suite aux attentats du 11 septembre 2011. Il reprochait à l'employeur de ne pas en avoir assuré de suivi ni de l'avoir intégré dans son document unique. Donc là, vous voyez, on en revient à ce que je vous disais précédemment, à l'obligation d'information et de formation de l'employeur. Et donc, la Cour de cassation a estimé qu'en appréciant souverainement les éléments de fait de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a constaté d'une part que l'employeur ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait au retour de New York le 11 septembre 2001 fait accueillir celui-ci comme tout l'équipage par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Que d'autre part que le salarié avait été déclaré apte lors de 4 visites médicales et qu'ayant relevé que les éléments médicaux produits datés de 2008 étaient dépourvus de lien avec les événements donc du 11 septembre 2001 dont il avait été témoin, la Cour d'appel avait pu déduire l'absence donc de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
de résultat. Et donc, qu'est-ce qu'il a, ce qu'il a découlé après, après cette décision, il y a eu une sorte de petit infléchissement jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'on est passé d'une obligation de résultat brut, de laquelle l'employeur ne pouvait difficilement s'exonérer, à une obligation de moyens renforcés. Et l'obligation de moyens renforcés, ça ouvre la possibilité à l'employeur de se justifier en disant « j'ai pris toutes les mesures prévues aux articles comme vient de l'énoncer Raphaël, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. Donc, il faut savoir que, et j'en aurai terminé avec cette présentation, et je passerai tout de suite la parole à Maître Boubli, c'est que là, on est vraiment à une sorte d'intersection en termes d'obligation de sécurité de l'employeur dans ce contexte de crise sanitaire. C'est que d'un côté, on est de toute évidence dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat. Comme on l'a dit, il y a des critères qui sont inamovibles et qui doivent être là, crise ou pas crise. Et vous avez des critères plus évolutifs, notamment en termes de réactualisation de la science, des données médicales, comme on a donné l'exemple par rapport au masque. Et là, en fait, pour l'instant, le ministère du Travail dit qu'en l'état des données scientifiques actuelles, l'obligation de sécurité de l'employeur ne serait pas une obligation de résultat brut, ferme, de laquelle il aurait beaucoup de mal à s'exonérer, mais ce serait une obligation de moyens renforcés, grâce à laquelle, s'il prouve qu'il a pris tous les moyens pour protéger ses agents ou ses salariés, eh bien, la contestation, on va dire, du salarié sera plus difficile. Alors, quid aujourd'hui? C'est ce que je vous disais au début de l'introduction, c'est que cette jurisprudence Air France devrait freiner l'invocation, on va dire, systématique du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. On va attendre la jurisprudence postérieure, là, dans ce contexte de Covid, de savoir comment cette évolution sera déclinée par les juridictions. Mais ce qui est très important de comprendre, et j'en aurai terminé, c'est que sur le papier, ça veut dire en droit, l'obligation de résultat demeure. Mais c'est la notion en fait d'obligation de moyens renforcés qui est appliquée. Donc ça, voilà, c'est extrêmement important. Vous voyez, on est un petit peu, donc comme je vous disais, à une intersection. Le droit dit obligation de résultat, la pratique dit obligation de moyens renforcés. Quid, nous verrons des contentieux qui seront soulevés et qui sont déjà soulevés, comme je vous l'avais dit, notamment là au pénal, les plaintes contre l'État, contre les administrations. On verra ce qui ressortira, obligation de résultat ou obligation de moyens renforcés. Donc, maintenant que les obligations de l'employeur ont été posées, je vais passer la parole tout de suite à Maître Annabelle Boubli pour lui demander, déjà de redéfinir ce qu'est le droit d'alerte et ce qu'est le droit de retrait, c'est-à-dire si un salarié ou un agent se sent en danger, peut-il exercer ce droit d'alerte ou ce droit de retrait? Et s'il l'exerce, encourt-il un risque quelconque, par exemple, sur le plan disciplinaire? Annabelle? Merci. Droit de retrait, alors, on entend bien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse par rapport à l'obligation de sécurité renforcée, enfin de moyens renforcés. C'est vrai que ça sera certainement plus du tout une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que même si pour l'instant, il n'y a pas eu de jurisprudence, ça sera à mon avis ça qui va être la référence en fait. Alors, pour en revenir au droit de retrait, donc le régime général du droit de retrait, c'est l'article 4131-1 du Code du travail. Et cette notion de droit de retrait, c'est quoi? C'est que le travailleur a tout à fait le droit de se retirer d'une situation de travail s'il estime que pour sa santé ou pour sa vie, il y a un danger grave et imminent. Et à ce moment-là, on ne peut pas lui reprocher de se retirer de son poste de travail. La situation actuellement, elle est inédite parce que potentiellement, tous les environnements de travail sont potentiellement dangereux en fait. C'est plus comme avant, il y avait certaines situations. Maintenant, tous les environnements de travail sont potentiellement dangereux. Donc, tous les salariés vont pouvoir éventuellement utiliser ce droit de retrait. Il faudra simplement savoir si ce droit de retrait aura été exercé de façon légitime.
Et je pense que c'est ça que les tribunaux, enfin que le Conseil des prud'hommes, notamment à mon avis, ce sera la compétence du référé, auront à juger en fait, à voir si vraiment il y avait une situation de danger grave et imminent. Et je pense qu'il faudra regarder si l'employeur aura mis en œuvre toutes les mesures de protection dont Raphaël, tu as parlé. C'est-à-dire une distanciation physique de 1 mètre entre 2 salariés, une mise à disposition d'un masque, la gestion de tous les déchets, c'est-à-dire de nettoyer chaque soir après que tous les salariés soient partis, tous les postes de travail, à l'eau de javel, etc. Ça sera vraiment, le juge appréciera au cas par cas. Et si l'employeur a pris vraiment toutes ces mesures, alors le salarié n'aura pas du tout eu le droit de se retirer de son poste. C'est seulement s'il y a une défaillance de l'employeur que le droit de retrait aura été légitime. Donc on voit qu'en fait, il n'y aura pas, je pense, beaucoup de situations où le droit de retrait sera légitime, malheureusement. Même si on ne pourra pas reprocher au salarié d'avoir craint pour sa santé, surtout actuellement, puisque c'est potentiellement, comme je le disais, tous les environnements de travail qui sont dangereux. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est qu'il n'y aura pas de forme à respecter pour exercer son droit de retrait. Il n'y a aucune forme requise. Et si par exemple un règlement intérieur, si une société décidait de formaliser ce droit de retrait dans un règlement intérieur, ce serait irrégulier. Il n'y a aucune forme à respecter pour un salarié pour utiliser ce droit de retrait. La seule chose, c'est qu'il est fortement conseillé aux salariés mais ce n'est pas une obligation, d'alerter l'inspecteur du travail, les représentants du personnel sur la situation qui le pousse à exercer son droit de retrait. Maintenant, le droit d'alerte, c'est un droit d'alerter, c'est plus ou moins un devoir maintenant d'alerter l'employeur sur le danger. Je pense que ça va muter d'un droit à un devoir, puisque voilà, les délégués du personnel vont quand même avoir un devoir d'alerter un employeur sur les défaillances qu'il aura constatées sur la mise en place de tous ces gestes que j'ai cités tout à l'heure, de nettoyage, de prévention, de distanciation entre 2 salariés, etc., de mise à disposition de masques, par exemple aussi de prise de température dans certains environnements. À mon avis, il y a pas mal d'employeurs qui prennent la température. Ça aussi, c'est des gestes qui feront qu'un salarié ne pourra peut-être pas avoir un droit de retrait légitime si l'employeur montre que devant le Conseil des prud'hommes qu'il avait pris toutes ces mesures, en fait. Alors, Annabelle, une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que en partant du principe que l'employeur remplit, ou en tout cas pense remplir toutes ses obligations en matière de sécurité, même si elles ne sont que des obligations qui relèvent d'une obligation de moyens renforcée, et que, comme vous venez de le dire, le droit de retrait pourrait être illégitime, quel serait le risque pour un employé? Par exemple, qu'un employé qu'on licencierait après qu'il exerçait son droit de retrait. Est-ce qu'il peut se défendre facilement devant un conseil des prud'hommes, ou au contraire, il vaut mieux l'inciter à ne pas exercer ce droit de retrait? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est dangereux d'exercer son droit de retrait? Est-ce qu'on risque un licenciement? Et s'il y a licenciement, est-ce qu'on peut se défendre en disant « Ah bah ce licenciement, il est sans cause réelle et sérieuse parce que moi, j'exerçais mon droit de retrait et que voilà, j'estime, même si l'employeur a pris toutes ces mesures et que ça n'est que, on va dire, obligation de moyens renforcés, eh bien moi, j'estime subjectivement que j'étais en danger. » Alors, je pense que pour le moment, on peut pas dire que c'est dangereux d'effectuer son droit de retrait. C'est vrai qu'il peut y avoir une retenue de salaire pour le moment qui après sera jugée valable ou pas par le. C'est un risque à prendre pour le salarié en fait, malheureusement. Mais on peut pas vraiment encore préjuger de ce que décideront les conseils des prud'hommes. On peut faire une analogie avec ce qu'il y avait avant, par exemple pour tout ce qui était VIH. Le droit de retrait a été beaucoup utilisé à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ont estimé que qu'il y avait un danger pour eux. Et en fait, à l'époque, les tribunaux ont jugé que le droit de retrait n'était pas légitime parce que parce que le fait d'être exposé à ce risque n'était pas finalement un danger
un danger pour leur santé parce qu'il y avait des mesures qui étaient prises par les employeurs, notamment dans les hôpitaux. Et donc, les droits de retrait à l'époque n'ont pas été, pour la plupart en tout cas, jugés légitimes. Mais là, je pense que ce ne sera peut-être pas forcément pareil parce que, comme je le disais tout à l'heure et comme vous l'avez rappelé, tous les environnements de travail sont potentiellement dangereux. Ce n'est pas la même chose. C'est peut-être plus large, ça sera apprécié de façon plus large. Et donc, non, je pense que ce n'est pas si dangereux d'exercer son droit de retrait. Il y avait une jurisprudence qui avait considéré, et je pense que ça sera important, que le juge a vérifié si le salarié avait un motif raisonnable de croire à un danger pour sa santé ou pour sa vie. Et je pense que c'est ce critère-là, un motif raisonnable. Et je pense que oui, il y a toujours un motif raisonnable, surtout en ce moment, d'avoir peur pour sa santé. Après, voilà, ça sera articulé avec d'autres notions, comme par exemple la continuité du service public. Il y aura forcément des décisions un petit peu... Enfin, on attendra les décisions pour voir. On ne peut pas vraiment savoir encore. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, simplement, sur le dernier propos, à articuler avec la continuité du service public, c'est vrai que là, on n'a pas du tout le temps de l'aborder. Pas très bien, en fait. Vous m'entendez mieux là? Voilà, oui. Là, c'est bon. Voilà. Juste petite parenthèse, parce que c'est quelque chose d'important, et là, on n'a pas le temps du tout de l'aborder. C'est ce que vous disiez avec l'articulation de droit de retrait et continuité, notamment du service public. C'est un vrai problème aujourd'hui, notamment avec le personnel soignant. On entend beaucoup de plaintes, on entend ce professeur Juvin de l'hôpital Pompidou dire que ça a été une honte, que tout le personnel soignant a été exposé. On le sait très bien que les médecins généralistes ont reçu énormément de patients. Certains sont morts du Covid parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce que voilà, à l'époque, il n'y avait pas ces notions de mesures barrières ou même tout simplement, il y avait une pénurie de masques. Et donc, ça, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'on peut exercer son droit de retrait quand on est aide-soignant au sein de la PHP, quand on est dans un service d'anesthésie, etc. C'est un petit peu délicat. Il faut savoir que, de ce que j'ai entendu, parce qu'on a beaucoup de clients qui font partie de la PHP à tout niveau hiérarchique, c'est que du fait du sens, on va dire, que ça donnait un petit peu à leur mission, très peu ont renoncé à exercer leur mission de soins. Et ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Ils ont combien mérité les applaudissements et c'était vraiment bien peu tous les soirs à 20h sur les balcons. Mais force est de constater que ces personnels soignants qui étaient particulièrement exposés n'ont pas ou peu utilisé le droit de retrait parce que ça faisait sens, c'était c'était participer vraiment à sauver la vie des gens dans un contexte tout particulier. Donc, je fais une toute petite parenthèse. Il faut quand même remarquer par là que le sens au travail, c'est une notion extrêmement importante et parfois que les gens sont prêts à prendre des risques quand leur mission fait sens. Je vois que Annabelle acquiesce. Non, parce que ces gens-là, ils auraient justement eu des raisons d'utiliser leur droit de retrait parce qu'ils n'avaient pas de masque. Mais ils ne l'ont pas utilisé. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est ça. Alors, juste pour en terminer, Annabelle, sur votre exposé extrêmement intéressant, très, très clair, savoir, voilà, si quelqu'un exerce son droit de retrait et qu'il est licencié, voilà, et qu'il dit, ah ben non, mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement comment ça se passe devant le Conseil des prud'hommes et comment ça pourrait se passer pour des revendications de mon employeur n'a pas respecté ses obligations dans un contexte de Covid? Oui, alors, en fait, au prud'homme, il y a deux procédures. Il y a la procédure au fond et la procédure de référé. Moi, je pense que ces problématiques que vous avez soulevées, elles iront en référé. Pourquoi? Parce qu'il y aura des retenues de salaire. Et c'est vrai que ces retenues de salaire, parce que si par exemple, le salarié, il utilise son droit de retrait parce qu'il estime qu'il y a un danger et que son employeur lui dit bah non, en fait, il n'y avait pas de danger, vous n'aviez pas à faire ça, je vous retiens donc votre salaire sur les périodes où vous n'êtes pas venu. À ce moment-là, le salarié pourra aller devant le référé puisque c'est une question de salaire non payé. Et donc, ça sera rapide, je pense, que les conseils des prud'hommes vont s'organiser pour que ce soit rapide. Voilà, même si, parce que c'est vrai qu'au fond, en général, c'est très long. Il y a le bureau de conciliation d'abord et ensuite il y a le bureau de jugement. Il y a énormément de délais entre les deux. Parfois, c'est même souvent, et peut-être même dans ce cas-là, il n'y aura pas les 4 personnes qui jugent, les 4 conseillers,
qui jugent dans les formations de fonds ne réussiront pas à se mettre d'accord, comme c'est souvent le cas quand il y a des notions complexes, comme par exemple là le droit de retrait. Et du coup, ils renvoient à une autre audience, c'est l'audience du juge départiteur, qui est un juge professionnel. Et là, ça augmente encore les délais d'1 an ou moins, voire même plus, par exemple au Conseil des prud'hommes de Nanterre, et les délais sont très très longs. Donc oui, je pense que ça sera surtout en référé. Enfin, il faut conseiller aux salariés d'aller en référé. Voilà. Merci beaucoup Annabelle, pour cet exposé. Alors, j'en profite rapidement pour répondre à 2-3 questions qui nous ont été posées. Il y a une question qui nous a été posée par une assistante sociale inter-entreprise qui nous dit « Je suis dans un tout petit bureau qui ne fait que 6 mètres carrés. En temps normal, c'est déjà compliqué, mais là, elle appréhende beaucoup pour le retour. » Alors moi, ce que je pourrais vous répondre, c'est la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magistrats notamment qui refusent, qui peut-être, alors je ne sais pas s'ils mettent en avant leur droit de retrait. Ça, je ne saurais dire sur quel motif, sur quel terrain légal ils se basent pour refuser de reprendre le travail. Mais en tout cas, on sait que beaucoup de juges aux affaires familiales, pour ceux qui ont eu l'occasion soit malheureusement de la vivre ou d'accompagner des agents ou des salariés, les juges aux affaires familiales, ça ne se passe pas dans des salles d'audience comme en correctionnel assez vastes. Ça se passe dans des tout petits bureaux. Et beaucoup de juges d'affaires familiales aujourd'hui disent on ne peut pas recevoir des justiciables car les bureaux sont trop petits, on ne peut pas avoir l'écart suffisant. À part ça, parler à des gens à travers des masques, c'est un peu compliqué. Donc, pour rebondir sur votre question, eh bien oui, du fait de la petitesse de votre lieu de travail, de l'impossibilité éventuellement à recevoir des gens, moi, je pense que vous pourriez faire valoir votre droit de retrait. Mais bien évidemment, avant de faire valoir votre droit de retrait, vous pouvez tout simplement en informer l'employeur et essayer de trouver des solutions plus adaptées, soit trouver un bureau plus large avec les mesures les plus importantes. Mais en tout cas, bien évidemment, il n'y a pas à accepter de reprendre le travail dans des conditions similaires avant la crise Covid, si évidemment ce contexte même physique de bureau, etc., ne convient pas. Deuxième petite question, c'est quid des personnes à risque? Alors Claire, vous demandez des personnes à risque, mais ça, effectivement, les personnes à risque, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, comme le disait Annabelle, c'est qu'on n'est pas dans des cas spécifiques, par exemple, comme on va dire la réglementation concernant les risques liés à l'amiante, liés au VIH. On est dans un contexte sanitaire où potentiellement tout le monde peut être porteur du virus. Même un tout petit enfant de 2 ans est peut-être asymptomatique. N'importe qui, on le sait très bien, même quand il n'a eu aucun symptôme du Covid, il suffit qu'il ait été en contact avec une communauté, il transmet déjà le virus. Donc, ce qui est extrêmement important à mettre en avant en la matière, c'est une notion de droit qu'on retrouve beaucoup aussi en préjudice corporel, c'est le lien de causalité. Comment dire qu'une personne est à risque? Sur quel motif dire qu'elle est à risque? Ça, c'est très compliqué. Vous avez eu malheureusement des cas où vous avez eu des voisins, je pense que vous avez entendu parler, qui ont dénoncé des locataires ou d'autres personnes qui habitaient dans leur immeuble parce qu'ils sont personnels soignants infirmiers. Ils ont fait une pétition pour demander à ce que ces personnes s'en aillent. Ça, c'est tout à fait inadmissible. Et ils sont partis du principe que cette infirmière était à risque puisqu'elle allait soigner des patients du Covid. Donc, quid des personnes à risque, c'est extrêmement difficile à déterminer. Et déjà, on ne peut pas le faire sur le plan médical ou sanitaire parce qu'on n'est pas médecin, épistémologiste ou que sais-je. Mais de deux, c'est tout à fait discriminatoire. Donc, on pourrait dire à son employeur, si on travaille avec un collègue qui manifeste, on va dire, certains symptômes du Covid en disant « j'ai peur, j'ai l'impression que mon collègue est atteint du Covid, pour moi c'est compliqué, c'est difficile de continuer à travailler », mais faire valoir son droit de retrait de manière brute, simplement sur la présomption qu'on travaille avec une personne à risque, ça me semble un petit peu difficile. Alors, après avoir répondu à ces questions, je vais tout de suite passer la parole à Maître Alex Buchinger, qui, après Maître Boublil, qui nous a exposé un petit peu comment pouvait s'articuler le droit de retrait et le droit d'alerte et comment ça se pratiquait devant un CPH, savoir quid de la responsabilité pénale de l'employeur. Bonjour. Alors, la responsabilité pénale de l'employeur en cette période de Covid-19 existe-t-elle réellement? Alors, quelles sont les conséquences pour un employeur
qui se verrait être attrait en justice par un salarié dans le cadre du dépôt d'une plainte. Alors, les infractions qui peuvent être envisagées. En cas de décès, l'infraction, c'est l'homicide involontaire par imprudence. Et en cas de blessure, de maladie due donc à une telle infraction, on parle de blessure involontaire. Donc on parle toujours d'infraction involontaire et non pas volontaire, parce qu'effectivement, comme cela vient de vous être dit, pour établir le lien de causalité entre la responsabilité de l'employeur et le dommage subi, c'est chose extrêmement difficile en pareilles circonstances. On sait que le droit pénal est un droit extrêmement restrictif, c'est à la victime, c'est au procureur de la République de prouver la culpabilité de la personne mise en cause, dans l'espèce l'employeur. Il n'y a pas, si vous voulez, de présomption de responsabilité pénale, bien au contraire. Donc je dirais que pour ces infractions spécifiques, homicide involontaire, blessures involontaires, il est fort probable que les employeurs ne soient pas poursuivis. Parce que comment prouver qu'il existe un lien de causalité entre le comportement, entre guillemets, qui peut être irresponsable de l'employeur et le dommage, à savoir la mort de son salarié ou les blessures involontaires qu'il aurait pu lui infliger. Un délit beaucoup plus envisageable serait celui de mise en danger de la vie d'autrui, donc qui est prévu par l'article 223.1 du Code pénal. C'est toute personne qui expose une autre personne à un danger de mort, de blessure. Alors on parle de danger immédiat. Alors, les conséquences peuvent ne pas être immédiates du tout. Elles peuvent être physiques, mais elles peuvent aussi être psychologiques. L'exemple que nous avons en jurisprudence, c'est l'exposition à l'amiante. On sait qu'il y a eu une évolution relativement lente de la jurisprudence pour parvenir à faire condamner les employeurs pour homicide involontaire, pour blessures involontaires, et plus largement pour mise en danger de la vie d'autrui, lorsqu'ils exposaient leurs salariés à l'amiante. C'est quelque chose qui est devenu courante au jour d'aujourd'hui. Bon nombre d'employeurs qui savent pertinemment le danger que représente l'exposition à l'amiante font l'objet de condamnations. Nous avons eu au sein du cabinet un certain nombre de victimes qui ont obtenu satisfaction. Mais qu'en est-il de la situation actuelle dont on ne connaît pas les conséquences parce que les choses sont très récentes et il n'y a pas de jurisprudence véritablement en matière pénale? Il faudrait véritablement une volonté délibérée de l'employeur de s'exonérer des règles de sécurité avec preuve à l'appui pour que l'un des salariés puisse le faire condamner pour mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un délit extrêmement grave. Alors, il y a deux types d'infractions, les infractions de droit commun, donc celles qu'on vient de voir, l'homicide involontaire, les blessures involontaires, la mise en danger de la vie d'autrui, mais il y a des infractions spécifiques liées au droit du travail. La quatrième partie du Code du travail traite de toutes les obligations liées à l'hygiène et à la sécurité. Et on voit qu'elles sont extrêmement nombreuses. Et donc, dans un domaine tel que celui-là, vous avez l'article L4741.1 du Code du travail qui prévoit une infraction pénale spécifique qui vient se surajouter à celle de la mise en danger de la vie d'autrui, à savoir un employeur qui délibérément s'exonérerait des règles de prudence et de sécurité. Alors, le conseil que l'on peut donner aux employeurs, c'est effectivement de se soumettre aussi strictement que possible à la législation, au décret du 28 mars 2020, à suivre l'évolution de la situation, à s'entourer de toutes les personnes compétentes de l'entreprise, à savoir le médecin du travail, les délégués des salariés,
le CSHCT. Bon, dans un contexte comme celui-là, pour véritablement ne prendre aucun risque, alors que véritablement les choses ont évolué. Au mois de mars, ben, on nous disait pas de masque. Aujourd'hui, on nous dit que le masque est quasiment une obligation incontournable. Alors, une entreprise qui ne respecterait pas ces mesures élémentaires, ben, véritablement pourrait s'exposer à des poursuites pénales. Et je dirais que l'intérêt de la poursuite pénale, c'est pas tellement d'obtenir pour le moment la condamnation de l'employeur, mais c'est véritablement sortir l'arme la plus redoutable que le salarié peut utiliser, à savoir le dépôt de plainte. Il est évident qu'un employeur, et il y en a un certain nombre qui ne prennent pas les mesures indispensables, qui véritablement pensent que la fin justifie les moyens, il est évident que face à un dépôt de plainte, ça amènerait cet employeur véritablement à revoir sa copie et à revenir sur des attitudes tout à fait blâmables en pareilles circonstances. Pour résumer, je n'ai pas le sentiment que les employeurs risquent véritablement d'être condamnés pénalement. Simplement, c'est vrai que s'il y a une manière tout à fait délibérée, manifeste de s'exonérer des obligations de sécurité, là, il peut y avoir mise en danger de la vie d'autrui, il peut y avoir dépôt de plainte et il peut y avoir condamnation. Maintenant, Judith a évoqué le personnel hospitalier, ça c'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème parce que véritablement, ces personnes, ces soignants, ces médecins, ces infirmières, ces aides-soignantes ont été véritablement obligés de travailler à main nue. Il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas comment dire, il n'y avait pas de blouse qui permettait d'éviter effectivement la contamination. Et on a vu qu'il y a eu énormément de victimes, énormément. Il y a bon nombre de soignants qui sont malheureusement décédés. On a le sentiment qu'ils ont été exposés comme des soldats sur un champ de bataille. Là, ça peut donner lieu à un contentieux, effectivement, après la disparition d'un proche, il n'est pas impossible que des plaintes soient déposées pour mise en danger de la vie d'autrui, pour homicide involontaire, pour les personnes malades, parce qu'on voit qu'il y a des séquelles pour blessures involontaires, et nous verrons d'ici quelques mois quelle va être l'évolution de la jurisprudence en ce domaine. Mais d'un point de vue général, un employeur qui respecte les normes de sécurité, qui fait preuve de la prudence la plus totale, n'a pas de risque de se voir condamné pénalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans le chat, nous sommes à votre disposition. Alors, que peut-on conclure de ce que nous avons dit? Alors, en guise de conclusion, il me semblerait… Excusez-moi, pardon, je pense que c'est important que Raphaël, qui est donc avocat diplômé, mais qui n'a pas encore prêté serment, nous parle de la jurisprudence Amazon, qui est quasiment la seule que nous connaissions et qui peut être tout à fait intéressante pour les personnes qui nous écoutent. C'est exactement ce que j'allais demander à Raphaël, justement en guise de conclusion, de nous parler de cette jurisprudence Amazon qui met parfaitement bien, qui met parfaitement en évidence les éventuels contentieux qui peuvent être soulevés concernant les obligations de sécurité de l'employeur. Alors Raphaël, on vous écoute. Alors exactement, Judith, ça peut répondre aussi à plusieurs questions. On a vu donc les syndicats, la société Amazon Logistique France ont soulevé il y a eu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020 qui a été confirmée le 24 avril par la Cour d'appel de Versailles et qui reprochait notamment à Amazon Logistique France de ne pas avoir au sein de ses entrepôts fait respecter les mesures barrières et la distanciation sociale et ne pas avoir associé les représentants du personnel dans le cadre de la mise en place de ces mesures. Et notamment,
du fait de la fermeture de nombreux magasins, l'activité d'Amazon a énormément augmenté. Il y avait, au-delà des salariés présents sur le site, des intérimaires et d'autres personnels qui intervenaient. Et notamment dans ce qui était reproché, donc c'était le fait de ne pas avoir associé le CSE et, donc, comme l'avait rappelé Judith, les autres instances représentatives du personnel. Et donc, 3 différentes composants. Donc, l'employeur, donc, avait l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, notamment en évaluant les risques conduits par le Covid-19. Mettre en œuvre donc des mesures qui étaient appropriées sur chaque site et sur chaque entrepôt aux risques spécifiques à cette situation exceptionnelle, et informer et former les salariés pour garantir l'efficacité de ces mesures, et notamment l'information et la formation qui doit être individuelle, notamment dans cette décision. Il était reproché à Amazon d'avoir seulement affiché donc, sur des écrans ou sur des panneaux les gestes barrières, et de n'avoir pas informé et formé chaque salarié en fonction de son poste dans l'entrepôt aux différentes mesures à prendre. Donc, Amazon donc, aurait dû solliciter donc, des conseils extérieurs, de l'accompagner, et donc justifier sa volonté donc, de procéder à une évaluation des risques à hauteur de l'envergure de cette pandémie. Donc concrètement, qu'est-ce que la société aurait dû mettre en place? Donc, notamment un outil de suivi des salariés porteurs du virus ou suspectés de l'être, et donc leur permettre donc, de rentrer chez eux et les renvoyer vers leur médecin traitant afin d'éviter la contamination des autres salariés. Proposer une prise de température à l'entrée du site, mais il s'agit seulement d'une proposition et l'employeur ne pourra pas, notamment lorsque les salariés reprendront leur poste, obliger les salariés à prendre la température et traiter les différentes données dans un outil enregistré. Seulement si les salariés l'acceptent, prendre la température ou les salariés, avant de venir sur le site, prennent leur température. Notamment mettre en place une distanciation sociale, notamment ce qui était reproché donc, sur le site et au niveau des vestiaires qui étaient partagés, ou au niveau des portiques, et c'est notamment le cas dans les entrepôts. Donc la société n'avait pas fait respecter ces distances, notamment une distance d'1 mètre pour les différents salariés. Et notamment, donc, il y avait une question donc, sur les petits bureaux, donc limiter aussi le nombre de personnes dans un espace de travail donné. Comme certains ont pu le voir dans les entreprises, mettre des signalétiques au sol pour favoriser la circulation fluide des salariés, notamment au sein de ces entrepôts, et mettre à disposition tout le matériel de protection, les gels, le gant, les masques, et former aussi les salariés, notamment qui sont en charge donc, de porter les différents colis, à comment utiliser le masque, les gels et les gants, et notamment des gants qui peuvent permettre donc, de diffuser le virus. Donc, enfin, il y a cette problématique donc, de dispositifs, et c'est notamment ce qui a été mis en lumière, la prévention des risques psychosociaux, donc le fait de ne pas avoir consulté les CSE et les CSE d'établissement de chaque entrepôt, les risques psychosociaux des salariés, notamment le risque de contamination, et la réorganisation nécessaire et la modification des conditions de travail de chaque salarié, et ces nouvelles contraintes de travail. Donc, il faudra bien délivrer aux salariés une formation, une information adéquate à chaque poste, de manière individualisée. Sinon, le salarié pourra à ce moment-là soulever un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité et de moyens renforcés. Merci beaucoup, Raphaël, pour ces précisions. Alors, je retiens 2 éléments importants qui sont susceptibles de vous intéresser et qui peuvent être, amenés comme des moyens de contestation par les agents ou salariés que vous accompagnez. Parmi tout ce qu'a listé Raphaël, la première chose, c'est que c'est le défaut d'information et de formation adaptée, spécifique à chaque niveau hiérarchique qui a été reproché à Amazon. Et en fait, les salariés Amazon ont mis en avant un climat de grande anxiété. Et ce climat de grande anxiété, il revient un petit peu à cette fameuse jurisprudence concernant les victimes potentielles de l'amiante, c'est-à-dire des gens qui ont été exposés à l'amiante, mais qui n'ont pas contracté, heureusement pour eux, de cancer ou quelconque maladie que ce soit,
mais du fait de la proximité, de la possibilité de tomber malade, on subit ce qu'on appelle un préjudice d'anxiété. Donc là, on le voit un petit peu en filigrane dans cette décision Amazon, c'est qu'aussi mis en avant à travers le défaut d'information et de formation adaptée spécifique, comme l'a précisé Raphaël, de l'employeur, un préjudice d'anxiété qui pourrait être soulevé par les salariés ou les agents pour dire voilà, il y a eu un manquement à la sécurité. Maintenant, il y a autre chose qui peut être extrêmement intéressant pour vous à soulever, c'est ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels qui est spécifié à l'article R 4121-1 du Code du travail, aussi qu'a explicité Raphaël, et qui doit répertorier les risques identifiés pour chacun des services de son entreprise et permet de prendre les mesures correctrices qui s'imposent. Donc, si ce document unique n'est pas réactualisé suffisamment souvent en fonction des nouvelles connaissances, et on voit bien que en cette période de Covid, tout bouge très très vite, eh bien, ça peut être un élément de contestation. Alors, je réponds rapidement encore à deux questions. Alors, Claire me demande, alors quand elle parlait, elle me demande est-ce qu'on peut interdire à des personnes fragiles qui auraient des pathologies cardiaques ou autres de revenir sur le lieu de travail. Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que ce sont des personnes à risque et que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses employés, donc de l'employé concerné, mais à l'égard aussi des autres employés. Donc, si cette personne est susceptible de contracter plus facilement le Covid, même s'il ne l'a pas, du fait, etc. Alors, ça pourrait paraître un peu discriminatoire de dire à quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a une obésité morbide ou alors qui a je ne sais quelle pathologie qui le placerait dans les personnes à risque, mais en même temps, il me semble que ça fait partie des obligations de sécurité de l'employeur. Donc, je pense que c'est légitime. On me pose une autre question, est-ce qu'un employeur peut obliger un salarié à risque à cesser de télétravailler et reprendre son poste en présentiel? Eh ben, c'est la même réponse. Je pense que là, côté salarié, non. Si un salarié estime qu'il est à risque et qu'il peut prouver documents médicaux à l'appui qu'il est dangereux pour lui de reprendre son poste en présentiel, ne serait-ce que pour les risques que ça induit, par exemple, de reprendre des transports en commun. On ne parle même pas de la sécurité sur site. On parle même du trajet qui pourrait être même considéré comme une sorte d'accident de trajet ou de travail, de son domicile et éventuellement du Covid qu'on pourrait contracter, par exemple, dans les transports en commun. Donc, bien évidemment, un employeur ne peut pas obliger un salarié à risque à cesser le télétravail. Voilà. Et quid des open space? Philippe pose la question. Eh bien, les open space, à ce que je sais, eh bien, les personnes sont obligées de travailler avec toujours des mesures de distanciation très importantes. Au-delà des vitres qui existaient, il y a parfois des vitres en plexiglas. Les gens sont obligés de porter des masques. C'est extrêmement limité. Je sais qu'aujourd'hui, on a proposé à 20% des gens de reprendre le travail sur site et seuls 12% des gens ont accepté. C'est dire que les gens, en tout cas qui ont pratiqué le télétravail depuis à peu près 2 mois, sont très réticents à reprendre leurs habitudes, ne serait-ce qu'à cause des risques sanitaires qu'induisent la reprise du travail sur site ou, comme je l'ai dit, le fait de devoir éventuellement reprendre les transports en commun. Avant de peut-être repasser la parole à Maître Buchinger, Alex Buchinger, s'il a un mot de conclusion lui aussi à apporter, je me permettrai simplement et à Maître Annabelle Boubli, voilà, qui revient, merci Annabelle, d'attirer votre attention sur une notion, on va dire, psychologique extrêmement pragmatique, à savoir que dans ce contexte de chômage partiel obligatoire, mais peut-être de licenciements qui vont peut-être arriver en masse, malheureusement, crise économique concomitante à la crise sanitaire, eh ben, il est possible que beaucoup de salariés refusent d'exercer leur droit de retrait, même s'ils sont légitimes à le faire, précisément parce qu'ils ont peur qu'en effet boomerang, ils soient licenciés. Et ça, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Peut-être, je vais laisser le mot de la fin en ce sens à Maître Buchinger, c'est-à-dire que ces salariés qui pensent légitimement être exposés à des risques par leur employeur, il ne faut pas qu'ils renoncent, ne serait-ce qu'à faire remonter ces informations-là, à dire je ne me sens pas en sécurité physique ou psychique,
et éventuellement, dernier carat, à exercer leur droit de retrait, mais qu'ils n'aient pas peur de le faire en imaginant qu'une épée de Damoclès pèse au-dessus de leur tête en disant si je le fais, il est fort probable que je sois sur un siège éjectable. Donc, je voulais mettre en avant un peu cette notion psychologique, vous voyez, cette sorte de conflit un petit peu larvé, ce rapport de force, je dirais, que l'employeur peut établir sans vraiment le dire avec ses employés, qui les ferait de fait renoncer à cet exercice du droit de retrait qui est un exercice légal. Je ne sais pas ce qu'en pense maître Alex Buchinger. Moi, je pense qu'effectivement, les salariés ont un droit légitime au retrait en pareilles circonstances. Et pour éviter précisément qu'ils s'exposent à un risque de licenciement, il serait important que des décisions soient prises au niveau gouvernemental, qu'il y ait un décret qui permette de protéger ces salariés, précisément pour éviter que ces personnes se sentent obligées d'aller au travail dans des conditions dangereuses pour elles, uniquement pour éviter le risque de licenciement. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Simplement pour rebondir sur certains éléments du chat, oui, bien évidemment, Marianne, l'employeur n'est pas censé être au courant des pathologies du salarié, mais force est de constater, alors là, c'est vrai, là, on déborde de quelques minutes, que du fait de la généralisation du télétravail, eh bien, tout ce qui est de la sphère privée, même les éléments médicaux du salarié ou de l'agent, vont être d'une manière ou d'une autre, si ce salarié ou l'agent veut se protéger, doivent d'une certaine manière être mis en avant par l'agent ou le salarié, même si effectivement, ça fait partie de données à caractère privé. Voyez. Et là, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier où je dirais la sphère privée, la sphère publique sont assez poreuses. Et effectivement, donc même si l'employeur n'est pas censé être au courant des pathologies du salarié, eh bien, la médecine du travail oblige. Il y a peut-être des éléments, encore une fois, l'employeur doit protéger ses autres salariés. Donc, il est possible que ces informations puissent faire, toutes ces notions, on va dire, de secret professionnel, elles vont être un petit peu éclatées, contexte sanitaire oblige, il me semble, mais on y reviendra certainement et je vous donnerai dans les ressources open access de notre site des éléments sur cette question-là qui est extrêmement intéressant. Donc oui, je vais mettre en ligne tous les documents dès la semaine prochaine. Vous aurez tous les documents des prochains webinaires. Et pour terminer sur la question de Lucie, et ça c'est un point extrêmement intéressant, c'est vraiment le point sur lequel je terminerai, c'est qu'il est difficile, comme on l'a dit, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, de mettre en avant la responsabilité de l'employeur, puisqu'on est souvent dans le cadre d'une obligation de moyens renforcés et que l'employeur peut dire, eh bien moi j'ai pris toutes les mesures. Et surtout, comme le dit Lucie, parce que le salarié a, en même temps que l'employeur, l'obligation de veiller à sa propre protection, de veiller à sa propre sécurité, et de veiller à la sécurité aussi de ses collègues. Et donc, c'est une responsabilité, je dirais, un peu partagée. Donc, il me semble que ce sera un petit peu difficile, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, de ne mettre la charge de la responsabilité que sur l'employeur, tant les responsabilités sont plutôt partagées. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici quelques mois, dès que les contentieux émergeront au niveau des différentes juridictions. Maître Boubli, vous avez peut-être aussi un mot de la fin à nous donner en guise de conclusion? Pas vraiment, donc je pense que ça a été exhaustif, mais c'est vrai que voilà, ça sera à apprécier au cas par cas. Et je pense pas qu'il faille que les salariés aient peur d'exercer le droit de retrait, puisque je pense qu'il y aurait quand même un motif, bien évidemment seulement si l'employeur ne prend pas toutes les mesures nécessaires. Et par exemple, le plexiglas pour les petits bureaux, pour rebondir sur la question que la personne posait. C'est vrai que quand c'est un petit bureau, il faut un plexiglas. Et s'il n'y a pas de plexiglas, eh bien, le droit de retrait est légitime. C'est évident. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Annabelle, merci Maître Buchinger, merci Raphaël pour toutes ces précisions. Effectivement, comme le dit Marianne, tout ça est très évolutif. La responsabilité de l'employeur, la responsabilité propre de chaque salarié est en pleine évolution. Effectivement, il va nous falloir un petit peu de recul pour apprécier tout cela. Mais on voit que voilà, le droit, c'est un droit bien vivant et la justice va devoir aussi prendre en compte tout ça pour adapter ses règles de droit, adapter les obligations de l'employeur. Nous verrons si, oui, les obligations de moyens renforcés de l'employeur vont être entérinées ou si, au contraire, on va revenir à une obligation de résultat plutôt stricte.
si l'obligation de sécurité du salarié sur sa propre personne va être renforcée, ou au contraire, il va être dédouané en disant, eh ben non, il n'a pas eu l'information ou la formation spécifique. Tout ça est très mouvant, tout ça reste en question, mais c'est ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Bon courage pour la reprise sur site si c'est le cas, et on vous dit à bientôt pour les prochains webinaires. À bientôt. Au revoir.